Alors, j'aimerais commencer en disant que je suis très heureuse qu'on puisse revoir Il n'y aura plus de nuit dans une salle obscure de cinéma, parce que comme je le disais dans le petit texte que j'ai écrit sur ton film à sa sortie en juin dernier, et je le pense encore très fort, c'est que c'est véritablement un film de salle obscure, un film de salle de cinéma. Et ce pour au moins deux raisons. Le fait non seulement que ton film questionne jusqu'où la nuit peut disparaître par les nouvelles technologies et par ces images qui réussissent à percer à jour la chaleur des corps. Et donc c'est vraiment un film où on a besoin de sentir un noir véritable autour de soi. Et j'ose espérer que la salle de cinéma est encore l'une de ces possibilités de noir absolu, de noir incorruptible. Et également parce que le fait de voir ces images qui ne sont pas des images de cinéma initialement, qui sont des images qui ont été fabriquées et visionnées à toute autre échelle pour les pilotes de ligne, le fait de soudain voir les corps visés à échelle humaine sur un grand écran, ça saisit d'autant plus. Et je pense que ça amène à d'autant plus penser politiquement ton film. Et une petite première question assez simple, ce serait de savoir comment justement, en découvrant ces images militaires qui étaient en ligne, tu as pensé à la possibilité d'un film et tu as pensé plus précisément à la possibilité de Il n'y aura plus de nuit tel que le film existe aujourd'hui. Alors, il n'est pas certain qu'en découvrant ces images, j'ai immédiatement pensé à la forme que toi tu as vue au cinéma. Mais je les ai quasiment trouvées par hasard. Je travaillais avec Patricia Alliot sur un projet et on faisait des recherches autour des guerres que la France mène au Moyen-Orient. Et très vite, on tombe sur ces images. N'importe qui peut tomber sur ces images. Il suffit de taper Irak, Afghanistan. Elles sont quand même très largement diffusées sur un certain nombre de sites. Et la sorte de choc qu'elles ont produit les a, au fond, extraites du contexte géopolitique dans lequel nous on les trouvait. C'est-à-dire que tout à coup, j'y ai vu des propriétés esthétiques qui m'ont donné envie de permettre aux gens de les regarder comme on regarde des images de cinéma. Ce qu'elles ne sont pas, en effet. Ça, c'était le pari. Alors, au départ, tu dis la possibilité d'un film. Sans doute qu'au départ, le film était impossible, plutôt que possible. Mais c'est le genre de pari, moi, qui ne me déplaît pas, et le genre d'expérience limite que je recherche souvent, c'est-à-dire de montrer ces images, enfin de les déplacer ce spectacle qui préexiste à mon choix d'en faire un film, qui existe donc sur Internet, dans une salle de cinéma, c'est faire le pari qu'on peut rendre au regard cinématographique des images qui sont insoutenables au regard, au fond. C'était ça tout l'effort. Mais ça n'a pas été... Et puis la décision est venue très vite de plonger le spectateur d'un bout à l'autre du film dans l'œil du viseur. Ça aussi, c'était un choix important qui est arrivé très vite, mais on n'était pas sûr que ce soit possible. Donc au départ, les gens d'ailleurs qui voyaient des débuts de montage disaient mais là c'est pas possible, on ne peut pas rester dans cet œil du viseur si longtemps, il faut un contrepoint, voire un contre-champ. Et il nous est arrivé de chercher ces contrepoints. Et même ces contre-champs, on est même allé chercher des vidéos prises au sol par des Irakiens, par exemple, qui n'étaient pas un vrai contre-champ, puisqu'on ne porte jamais... personne ne peut porter un regard sur l'hélicoptère qui est en train de le viser, mais c'était, disons, des contre-champs décalés. Donc on les voyait tirer avec leurs petites roquettes sur des hélicoptères qu'on devinait au loin. Et je suis très contente de ne pas avoir cédé à cette tentation-là, parce qu'il m'a semblé que ce qui définissait ces images, c'était justement qu'elles étaient sans contre-champ, et que ça aurait du sens d'épouser leur hégémonie, d'un bout à l'autre du film. Voilà. L'hégémonie des images du pouvoir, en fait. Et en même temps, tu ne l'épouses qu'à moitié, cette hégémonie, parce que ce qui serait le contrepoint... je ne sais pas si c'est le contrepoint que tu cherchais, mais en tout cas le contrepoint qui existe dans la forme finale du film,
c'est la voix incarnée par Nathalie Richard. C'est cette voix qui justement cherche à questionner la part de subjectivité dans ses vues et à montrer que ce n'est pas qu'un œil qui enregistre de manière machinale, qu'il y a une part de trouble chez les pilotes. Comment s'est passée l'écriture de cette voix off? Est-ce qu'elle t'a accompagnée dès la découverte de ces images? Est-ce qu'elle est arrivée en cours de montage? Est-ce qu'il y a eu des allers-retours? Comment ça s'est passé? Disons que déplacer ces vidéos-là et les projeter sur grand écran ne suffisait pas. Ça, d'abord, j'ai essayé ça, tout simplement. Qu'est-ce que ça produit? Et ça produisait quelque chose tout de même. C'est-à-dire que tout à coup, il y a ce changement d'échelle dont tu parles. Et puis, il y a ce que j'appelle des propriétés esthétiques qui peuvent soulever des questions éthiques. Est-ce que quand je dis ça, il y a des gens qui refusent au fond de voir dans ces images autre chose que l'instrument pour viser et tuer et traquer. Or, il m'a tout de suite semblé qu'elles avaient une force de fascination auquel les pilotes pouvaient être sensibles, auquel nous, spectateurs, on pouvait être sensibles. Et qu'on pouvait même, par moments, trouver ces images belles, ce qui n'est pas sans poser problème. Mais c'est pas pour leur supposée beauté que je les montrais, mais parce que je crois que ces propriétés esthétiques sont au service du projet de mort, en réalité, qu'elles servent la gâchette, qu'elles servent la pulsion du pilote, que moi je suppose. Et alors, donc, ne rien dire sur ces images ne permettait pas de les voir. Or, moi, ce que je voulais, c'est qu'on puisse les regarder vraiment, ce qu'on ne fait jamais quand on les croise sur Internet, en gros, et pas dans un contexte qui tendrait à livrer des informations sur où ça se passe, etc. Qu'on les regarde en tant qu'image, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai écrit cette voix. J'ai écrit cette voix pour qu'elle nous permette de les voir, en gros. Et est-ce que c'est une voix qui a eu plusieurs versions d'écriture? Est-ce que le fait qu'elle soit incarnée par Nathalie Richard a aussi à des moments bouleversé, changé des intonations, des intentions que tu pouvais avoir? Est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de cette relation texte-image? Au départ, c'est moi qui parlais et j'étais pas en dialogue avec un pilote. Ça, c'est venu au milieu presque du travail. Mais il y avait du coup un effet de surplomb, ma propre interprétation, et je pensais que les spectateurs allaient être pris en otage par mes propres considérations sur ces documents-là, sur ces images-là. Donc ça m'a permis de dialectiser un peu ma position que de discuter avec un vrai professionnel de ce genre de choses, qui lui ne voit pas du tout ces images comme des images, mais simplement comme des images purement opérationnelles, purement opératoires, alors que moi je les regardais tout autrement. Je trouvais que ça permettait de les penser que de mettre en jeu notre dialogue de la profane et de l'expert, quoi. Donc, et ça me permettait d'éviter l'écueil de l'indignation, parce que un pilote ne s'indigne pas de faire ce métier, ou s'il s'indigne, il en tire certaines conséquences au bout d'un moment. Ça me permettait d'éviter le surplomb, qui est cet échange, mais en revanche, jamais j'ai pensé à faire entendre son témoignage de manière directe. C'est-à-dire que pour moi, il fallait qu'il y ait une écriture face à ces images. Une écriture, même avec, je dirais, une dimension un peu poétique, très minimale, mais quand même qu'elle soit écrite et qu'il y ait un effacement de nos personnalités, même si je crois que le dialogue restitue quelque chose de ce qu'on a été tous les deux dans la rencontre, quoi. Et puis surtout, je l'ai mis dans la même position que moi. C'est-à-dire, on a regardé ces séquences, il m'a dit ce qu'il pensait. Et c'est tout l'enjeu du film, de rendre... C'est pas seulement les rendre au regard cinématographique, c'est les rendre au regard tout court. Le mien, celui du pilote, puis
le vôtre, celui des spectateurs, c'est de restituer la possibilité d'un regard sur ces images effroyables, qui sont presque le dehors du cinéma. Enfin, j'ai fait un film en passant par le dehors le plus effrayant du cinéma. Justement, tu poses cette question du dehors du cinéma. Précédemment, tu parlais de ce risque d'esthétisation à outrance des images que, selon moi, tu réussis à éviter. Et pour revenir peut-être à l'idée première de la salle obscure de cinéma, en quoi, lors de l'étalonnage, tu as justement retravaillé la couleur ou la texture de ces images? En quoi tu as cherché à garder une part de leur brutalité initiale? Comment s'est passé ce travail sur la couleur? Ah non, bah alors là, on n'a pas du tout retravaillé la couleur. Parce que, le risque d'esthétiser ce spectacle est simplement lié au fait de le projeter sur grand écran. Mais je n'ai pas retouché ces images à aucun moment. Ah, peut-être très légèrement, mais vraiment, il n'y a pas eu d'étalonnage au sens propre du terme. Elles sont dans leur version la plus nue. Elles sont ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'elles sont pleines d'opacité, de brillance, elles sont un peu hallucinatoires, en fait. Hein. Elles ont quelque chose du délire. Pour moi, ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappée, c'est que ces caméras très sophistiquées, très puissantes, les plus puissantes qui existent, au lieu d'élucider le réel de manière clinique, le délire. Mais ça raconte quelque chose du désir de voir des humains en général. C'est-à-dire que quand il est au maximum, ce désir-là, de sa puissance, il délire. Et le cinéma documentaire ou de fiction n'est pas étranger à ce désir de pénétrer le réel, d'en dire quelque chose, de le connaître, hein, de le montrer, de voir au-delà du visible, quoi. Ça, c'est ce qu'on a en commun, les cinéastes et les pilotes. Non, mais c'est terrible à dire, mais je le pense. Sauf que là, ce fantasme de toute puissance confine à l'impuissance, puisque au bout du compte, ce qu'on constate, c'est qu'il se trompe tout le temps, il voit rien. Enfin, plus il voit, moins il voit. Et voilà. Et ils veulent supprimer la nuit ou l'annuler, et puis ils n'y parviennent jamais. Voilà. Complètement. Mais oui, voilà, c'est ce. Il y a aussi cette question. Tout à coup, quelqu'un qui a en tête de faire des films tombe sur des images prises par des caméras, par ce qu'on utilise aussi pour faire des films, mais qui servent à viser et à tuer. Et moi, immédiatement, ça m'a posé cette question, c'est est-ce que cette fonction possible de la caméra, viser et tuer, est rendue inactive quand elle sert à faire de belles images? Est-ce qu'elle non mais ça m'inquiète presque, hein, et sur ce que c'est au fond, sur la fonction de la beauté, mais pas au sens où on se dit c'est beau, mais au sens où ça produit un effet de fascination, de désir de voir, etc. Il y a très peu de gens qui sortent de la salle face à ces images. Je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus. Peut-être qu'il y en aura plus, là. Je sais pas, peut-être. Et est-ce que pour conclure, tu aurais une question justement à poser aux spectateurs qui découvriront ton film pour la première fois dans une salle obscure? Une question? Oui. Oui, ça c'est intéressant parce que est-ce que c'est tellement la situation inverse dans laquelle on se trouve d'habitude? Est-ce que j'ai une question à leur poser? À ceux qui resteront jusqu'au bout, hein, bien sûr. Oui, avez-vous vécu la même chose que moi?
Sans doute pas. C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes trouvé dans une situation d'inconfort et de contradiction dans vos émotions liées à la distance, c'est-à-dire que cette violence, qu'au fond ce qui est violent dans ces images, c'est qu'elles mettent à distance la violence, et qu'elles montrent une brutalité extrême, mais que cette brutalité est sublimée. Et est-ce que ils ont oscillé comme moi entre des moments où ils pourraient avouer qu'ils éprouvaient une forme de plaisir lié à la fascination et de rejet de ce plaisir lié à l'horreur qu'elle recouvre. Je sais pas si c'est... Après, j'ai vu récemment qu'on vendait sur Internet, il y a un produit qui s'appelle le film anti-regard. C'est un produit voilà. Et le film anti-regard, en fait, c'est un truc qu'on pose sur ses fenêtres pour se protéger du regard des voisins. Je trouve ça extraordinaire que ça s'appelle film anti-regard. Et la démarche que j'ai, elle est presque inverse. Ouvrons les yeux sur ce regard du puissant qui perce la nuit, les feuillages, ouvrons les yeux là-dessus et ayons un regard là-dessus. Donc je n'ai pas de questions à poser aux spectateurs, mais j'espère qu'il a eu l'espace de porter un regard sur ces images et de penser un peu. Voilà, je sais pas. Ça. Et bien aux spectateurs de jouer maintenant.